Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de notre revue hebdomadaire Décrypter l'Afrique, coproduite avec le Média et Vox Africa, qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, soit 17h, heure d'hiver à Paris. L'alternance sénégalaise est-elle mise en danger par la situation économique du pays, héritée des pouvoirs précédents, notamment de celui de Macky Sall, qui aurait produit des chiffres insincères en ce qui concerne le déficit et la dette? Un rapport de la Cour des comptes a en tout cas fait l'effet d'une bombe. Le Sénégal fait face à une crise de transparence financière. Le dernier rapport de la Cour des comptes révèle de graves irrégularités. Une dette publique de 99,67% du PIB, bien au-delà des 74,41% annoncés par l'ancien gouvernement, et un déficit budgétaire en 2023 réévalué à 12,3% du PIB contre 4,9% estimé initialement. Ces chiffres, en plus de mettre en lumière une gestion opaque des finances publiques, fragilisent la confiance des investisseurs. En cause des dettes non comptabilisées, des dépenses opaques et des transferts budgétaires irréguliers. Des pratiques qui ont alourdi la dette et creusé le déficit selon le rapport. L'ancien régime de Macky Sall rejette ces accusations, dénonçant une tentative de manipulation et promettant des réponses détaillées. On a coutume de dire faute avouée à moitié pardonnée. Pas pour les agences de notation financière en tout cas, qui à chaque nouvelle information sur les manquements passés sont tentées de dégrader la note du pays de la Teranga. Le duo Sonko-Faye, qui est arrivé au pouvoir porté par un espoir immense, incarnera-t-il finalement une politique d'austérité? Quelles sont les véritables marges de manœuvre de l'exécutif nouveau, qui dit vrai, qui ment dans ses polémiques sur le maquillage passé des comptes publics sénégalais? Pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à Abdou Cissé, PDG du groupe Cisco Consulting Solviseo, cabinet d'expertise en actuariat et finance doté d'une banque d'affaires, président de la Fédération des actuaires de la FANAF, président de l'Association des actuaires africains de France, membre de la Finance Innovation de Paris et économiste en industrie des assurances et de la finance. En tout cas, c'est un excellent connaisseur de l'économie sénégalaise. Bonjour Abdou. Bonjour Théo. Alors, de nombreux observateurs en Afrique se demandent si c'est vraiment vrai. Si l'exécutif sénégalais a vraiment maquillé les comptes du pays comme on maquille une voiture volée, on parle de l'exécutif de Macky Sall, et si c'est vrai, comment est-ce qu'ils ont fait? Excellente question. D'abord, te remercier pour cette invitation. Alors, tout le monde parle de maquillage, ça c'est vrai. Il va falloir quand même apporter beaucoup d'éclaircissements. En fait, moi je vais donner mon point de vue avec un regard sur un autre référentiel. Quand vous prenez un État, vous essayez de l'apparenter à une forme d'entreprise. Et j'ai fait le modèle et je me suis rendu compte qu'un État, à 50% ou à 60%, c'était une compagnie d'assurance. Pourquoi? Parce que l'État passe son temps à régler des engagements. À 25%, un État peut être représenté comme une banque et encore à 25% comme une forme de ménage. Donc, la propriété assurantielle de l'État est beaucoup plus importante. Or, en assurance, l'assureur passe son temps à gérer des engagements. Or, l'État, le fait qu'à la fin du mois, il doit payer les salaires, à une certaine date d'échéance, il doit payer le service de la dette, etc., etc. L'État passe beaucoup de temps à régler des engagements. Et donc, un État est plus proche d'une compagnie d'assurance. Or, une compagnie d'assurance, si elle ne certifie pas ses provisions techniques, qui font 80% de son total bilan, donc ces comptes sont faux. Donc, Sonko a eu le mérite d'être arrivé en étant quelqu'un qui a déjà fait le service du Trésor, etc., en tant que, avec les postes qu'il avait occupés. Il a eu la réflexion de dire on va aller beaucoup plus loin dans la façon de certifier, au niveau de la Cour des comptes, de certifier les comptes publics. Et donc, moi, je l'interprète en tant qu'actuaire, et je pense que les jeunes acteurs qui m'écoutent comprendront mieux ce que je dis. Je l'interprète comme Sonko a demandé à ce qu'on ne reste plus dans une forme de validation des comptes publics,
mais qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on fasse carrément la certification. À savoir que tous les flux concernant l'État, à un instant T donné, quand on fait le contrôle, tous les flux sont comptés. On ne laisse aucun flux. Et donc, on rentre dans la certification. Et la certification peut donner des valeurs différentes que la validation. Moi, je vois plutôt la différence de montant dans ce sens-là. Et donc, je pense que c'est un excellent exercice. Et je vois le gouverneur de la Banque centrale, hier ou avant-hier, dire qu'il était extrêmement satisfait de voir qu'on a fait la réalité des comptes publics du Sénégal. Voilà. Et bien justement, on tombe de haut, puisqu'on a fait un travail plus sérieux que ce qu'on faisait auparavant. On a empêché qu'il y ait une sorte de zone d'ombre dans laquelle on peut mettre ce qui nous dérange. Et on arrive à un résultat avec une dette élevée, bien plus élevée, et un déficit bien plus élevé. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une mauvaise gestion du Sénégal parce que finalement, ailleurs sur le continent, le doute s'installe sur les narratifs de croissance à 2 chiffres et d'émergence toute proche. Les gens ne croient plus aux chiffres publics. Exact. Mais vous avez parfaitement raison. Alors, si on le regarde sous un certain angle, on peut se poser des questions de savoir est-ce qu'on peut faire confiance aux chiffres qui ont été donnés. Mais aujourd'hui, moi, je pense que les chiffres de la Cour des comptes sont des chiffres exacts. Maintenant, qu'on le classe dans une mauvaise gestion de la part de Macky Sall et ses équipes, on ne peut pas faire autrement. Mais je pense que nous tous Africains, nous devrions avoir du recul et essayer de voir comment nous nous sommes comportés depuis les indépendances dans la façon d'essayer d'avoir un développement économique. Et c'est ce comportement-là qui va nous donner des solutions pour mieux comprendre la réalité des chiffres et surtout mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que moi, je considère que le néocolonialisme nous a arraché depuis très longtemps notre appareil productif. Arraché. Pourquoi je le dis ? Quand vous prenez les pays de l'Afrique subsaharienne, nous n'avons pas d'appareil productif. Nous ne l'avons pas. Et nous passons notre temps à courir derrière 2 choses, des réserves alimentaires et des réserves de change. Tout le temps, nous courons derrière ça. Mais en courant derrière des réserves alimentaires et des réserves de change, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire que donc, on est un peu enfoncé dans le fait de s'endetter et d'avoir des déficits. On continue. On n'a pas d'appareil productif, c'est un peu dur. Enfin, je vais vous dire que avant qu'on ne prenne nos indépendances, on avait quand même des appareils productifs. Que la France, je prends l'exemple des pays francophones. L'appareil productif était là et c'est la France qui l'avait mis en place. Mais avec beaucoup de favoritisme du fait que cette production allait plutôt vers la France plutôt que de rester chez nous. Il y avait une spécialisation, le Sénégal c'était l'arachide, etc. La Côte d'Ivoire c'était le cacao, etc. L'appareil était là et il fallait juste l'adapter aux besoins des populations. Mais depuis qu'on a pris nos indépendances, si vous voyez bien, cet appareil productif n'existe plus. Ou bien il n'a pas évolué. Il n'a pas évolué. Voilà, il n'a pas évolué en fonction des besoins des populations. Voilà. Or, la population s'est multipliée par 3. Exactement. Et en fait, on a gardé des structures coloniales qui ne peuvent pas nourrir. Voilà. C'est le vrai problème. Et donc, le fait de courir derrière des réserves alimentaires et des réserves de change nous amène à des déficits et des dettes. D'accord ? Et comme nous n'avons pas de maîtrise de notre monnaie, donc nous ne pouvons pas orienter notre politique monétaire vers le développement. Et donc, du coup, nous ne pouvons pas recréer un appareil productif. Donc, on reste dans un cycle infernal. Toujours, on a un problème de régler vraiment l'appareil de production. Parce que le cycle infernal dont vous parlez, ce qui me frappe, c'est qu'on a eu un ajustement structurel dans les années 80-90 qui a quasiment sacrifié des générations. Exact. Et puis, il y a eu... on est sorti de cet ajustement structurel. Il y a eu le PPTE, etc. Et on a dit, bon voilà, c'est le miracle africain. Il y a une nouvelle possibilité en termes d'endettement. Et une nouvelle crise de la dette. C'est-à-dire, ça a commencé par des pays comme le Ghana, puis d'autres pays comme le Sénégal. On imagine que cette crise de la dette va arriver au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Enfin, de toute façon, au sein de l'espace CEMAC, il y a déjà une nouvelle crise de la dette, Gabon et Congo. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'infernal, comme vous dites. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise
mauvaise politique économique ou en tout cas effectivement une absence de ressources assez conséquente. Conséquent, surtout mauvaise gestion actif-passif de nos comptes publics. Pourquoi je dis mauvaise gestion actif-passif? Vous savez, j'ai fait la remarque, j'ai fait même une étude un peu approfondie et j'ai regardé tous les gens qui ont gouverné nos pays après les indépendances. Et je me suis rendu compte que ces gens se sont absentés dans un espace. Il y a un espace dont le développement économique a besoin, mais tous nos gouvernants se sont absentés dans cet espace-là. C'est l'espace que constitue la finance, le système financier et le système assurantiel. Quand vous voyez un pays comme la France, pourquoi tout fonctionne? Mais parce que en France, on a compris que système financier, c'est l'ensemble des instruments financiers qui accompagnent le développement économique. Nous, tous ceux qui nous ont dirigés, ils n'ont pas cherché à maîtriser le système bancaire, le système financier, et n'ont pas cherché à comprendre le système assurantiel. Or, un système bancaire sans un système assurantiel solide ne fonctionnera pas. Ne fonctionnera pas. Parce que tous les produits dérivés que vous voyez dans les marchés financiers, c'est des produits d'assurance. Et donc, on s'est absenté sur ce terrain-là qui est le terrain de l'assurance et de la finance. Et cette absence-là nous a créé les problèmes que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais prendre des chiffres que j'ai choisis et j'ai regardé en 2019 et 2023. Je regarde juste les chiffres de Macky Sall. 2019-2023. En 2019, les recettes, c'était 2177 milliards. En 2023, c'est passé à 3900 milliards. Donc, vous voyez le bond. La masse salariale du Sénégal était à 1000 milliards en 2019, 2023, 1200. Le service de la dette est passé de 864 à 1800 entre 2019 et 2023. Et le PIB est passé de 15 000 milliards à 18 000 milliards. Donc, ça veut dire que le Sénégal est dans une... Et là je n'ai pas compté... Il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'on était dans une forme de trappe à la dette parce que le service de la dette progresse beaucoup plus vite que le PIB. Et du coup, les recettes augmentent beaucoup plus vite que le PIB. Ça veut dire que quelque part, l'État spolie les citoyens pour pouvoir payer le service de la dette. Alors, non, c'est pas que les recettes augmentent beaucoup plus que le service... Oui, les recettes augmentent beaucoup plus que le service de la dette. Ça, c'est vrai. Que le PIB. Oui, c'est parce que y a de la production. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis une pression fiscale pour l'avoir. La pression fiscale, elle a commencé il y a 1 an. La vraie pression fiscale. Mais les recettes augmentent beaucoup. Mais le gros problème, c'est que le service de la dette augmente beaucoup plus vite que le PIB. Donc, c'est ça qu'on appelle être à la trappe à la dette. Et quand on regarde cette façon de faire, on se dit, mais on est au mur, on va aller un jour au mur. Et derrière ça, il y a aussi une erreur fondamentale que le FMI fait. Le FMI vient toujours nous voir et nous dit, voilà, vous avez vos recettes qui sont de temps, vous dépensez tant, en plus de vos dépenses qui sont des dépenses à la normale, vous faites des subventions sur l'électricité, vous faites du social. Et donc là, ça ne tient plus, donc arrêtez. Donc le FMI ne compte que nos recettes. Et donc, le FMI ne regarde que notre compte d'exploitation générale tous les ans. Quand le FMI vient voir le Sénégal, il regarde son compte d'exploitation générale, il ne regarde pas son bilan. Alors que vous-même, si vous allez avoir une banque pour avoir un prêt, la banque regarde votre compte d'exploitation générale pour regarder les flux annuels, donc vos rentrées d'argent, vos sorties d'argent, et regarder comment votre résultat est fait. Mais en même temps, la banque va regarder votre bilan. Parce que la richesse que vous créez se lit dans votre bilan. Or, les États africains ne font pas de valeur patrimoniale. Ils ne font pas constamment l'évaluation de leur valeur patrimoniale. Et donc, leur bilan ne compte pas dans le regard du FMI. Donc, le FMI doit changer sa façon de regarder les pays africains. Parce que vous ne pouvez pas regarder toujours une dette des gens. Pourquoi? La dette, c'est quoi? La dette, c'est un passif. Quand vous vous endettez, vous avez un passif. Mais j'ai interrogé 9 économistes. Je leur ai dit, est-ce qu'au cours de vos études, vous avez appris à gérer une dette? Est-ce que quand vous donnez des cours d'économie à vos élèves, est-ce qu'il y a une partie où on dit, quand on a une dette, voilà comment on la gère? 9 économistes. Honnêtement, globalement, les réponses que j'ai eues, 7 sur 9, c'est que franchement, ça ne fait pas partie du domaine économique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous les laissons dans le domaine économique.
Or, les économistes ne peuvent pas travailler sans avoir des experts en finance et des experts en actuariat. Ce n'est pas possible. Mais quelque part, c'est-à-dire que si la dette augmente, les recettes augmentent et le PIB n'augmente pas tellement, ça veut dire peut-être que le Sénégal a utilisé sa dette pour la consommation et non pas pour l'investissement. Excellent. C'est-à-dire que donc, c'est l'orientation de la dette. Est-ce que la dette a été orientée vers des projets productifs? Donc, je reviens encore dans ce que je disais tout à l'heure. L'appareil productif qui manque. Et en plus de ça, la pratique de la gestion actif-passif. Pourquoi? Parce que nous nous endettons, mais nous ne construisons pas en face un actif spécifique pour pouvoir couvrir la dette. Pourquoi je dis ça? Quand le Sénégal s'est endetté pour faire le TER, nous savons tous que les retombées du TER ne vont pas... Le train express régional. Voilà, nous savions tous que les retombées en termes de finances du TER ne vont pas permettre de rembourser le TER. Au contraire, c'est-à-dire que même dans la manière dont les accords, les partenariats publics-privés sont construits, en général, les recettes ne parviennent pas à combler les dépenses et l'État arrive comme pour subventionner afin de permettre que le coût pour les usagers soit acceptable. C'est ça pour le TER à Dakar, c'est également ça pour le troisième pont à Abidjan. Le troisième pont à Abidjan. Et donc, ce système qui fait qu'on s'endette pour faire de l'investissement, l'investissement ne produit pas un actif tangible qui permet de gérer la dette. Mais l'investissement a permis d'avoir de la croissance. On est d'accord? Oui. Or, donc ça a augmenté les recettes. Ça augmente les recettes, mais ça augmente la croissance. Mais c'est que comme ça augmente la croissance et que la croissance vient augmenter carrément le PIB, il va falloir que si un pays comme le Sénégal, qui sur les 25 dernières années, en moyenne, a fait 5% de croissance, dans les conditions normales de pression et de température, à une date donnée, on devrait prendre 5% du PIB qu'on a fabriqué et qu'on demande à la Banque centrale de créditer le compte de l'État. Pourquoi? Parce que l'État s'est endetté pour aller faire en sorte qu'on ait cette croissance. Mais donc, en retour, il faut que la politique monétaire retourne cet argent à l'État. Et ça, c'est une réflexion sur laquelle les Africains doivent arriver. Parce que rien ne nous l'interdit. Quand vous allez en Angleterre, quand on vote le budget, le compte de l'État est crédité par la Banque centrale. Donc ça, on pourra y revenir parce qu'il y a des mécanismes que les Occidentaux utilisent pour sortir de leurs problèmes. Nous, c'est comme si on nous interdit de créer. En Afrique, on a l'impression... Là, ce serait de la création monétaire. Enfin, c'est comme ça que les gens l'appellent, mais le monde a changé. Il ne faut plus l'appeler la création monétaire. Tu sais pourquoi? Les PGE, on les a donnés ici en France. On a donné des prêts garantis par l'État. En fait, l'État n'avait pas garanti au chef d'entreprise que s'il ne paye pas, l'État va payer. L'État a donné une garantie à la banque. Donc, sur ces PGE, il y a des parties qui ont été remboursées, il y a des parties qui ne sont pas remboursées. Mais dès que les PGE ont été donnés, les banques, l'État leur a permis de prendre les titres, d'aller voir la banque, la BCE, lui donner les titres et que la BCE les refinance. Donc, les prêts, c'est réglé. Donc, finalement, si les gens ne remboursent pas leur PGE, la dette reste, le titre reste à la BCE, et donc c'est comme la dette de l'État français, qui se trouve être à la BCE. La BCE détient un tiers de la dette française, mais ce PGE-là, personne ne va dire que c'est de la création monétaire, alors que techniquement c'est de la création monétaire. Donc moi, ce que je propose comme ça... D'autant plus que c'est une sorte de dette perpétuelle. C'est ça, perpétuelle. Et donc c'est ce qu'on n'a pas. Nos banques centrales... Les instruments financiers créatifs, mais voilà, parce qu'on ne crée pas. On ne crée rien en Afrique. On pense qu'on ne peut pas créer. En 2017, j'ai écrit un modèle monétaire qui explique comment, en créant une société de financement des économies de l'Afrique subsaharienne, comment on peut régler nos problèmes d'investissement. Donc, en gros, si on doit résumer, parce que c'est très technique ce que vous dites, en gros, si on doit résumer, le problème du Sénégal, c'est que les structures économiques, les outils économiques qu'il a ne lui permettent pas de modifier, de transformer et d'améliorer son appareil productif. Et du coup, les cycles reviennent. Et pour donner l'impression aux bailleurs de fonds internationaux qu'on contrôle la chose, on traficote un peu les chiffres. Mais excellent résumé. Alors, la question qui se pose est celle de la marge de manœuvre du nouveau pouvoir. Le Premier ministre Ousmane Sonko rejette tout projet austéritaire. Nous ne voulons pas que le pays s'arrête malgré la situation difficile.
nous voulons aujourd'hui travailler malgré tout, en faisant des efforts sur nous-mêmes, à dégager des marges budgétaires qui nous permettent, tout en continuant à respecter nos engagements, aussi bien par rapport à la dette intérieure que par rapport vis-à-vis de nos engagements internationaux, de pouvoir avoir des marges budgétaires pour lancer le programme Vision 2050. Dans la situation actuelle, le nouvel exécutif sénégalais a-t-il de la marge pour mettre en œuvre son programme? Il a parlé de se donner les coudées franches en termes budgétaires. Et du coup, on se rappelle que le Sénégal n'a aucune marge de manœuvre monétaire puisque c'est le franc CFA et qu'à ce niveau d'exposition sur les marchés financiers, il n'a pas trop, les marchés financiers internationaux en tout cas, il n'a pas trop de marge de manœuvre non plus de ce côté-là. Quelles sont les situations? On a parlé de créativité financière. Quelles sont les solutions qui s'offrent à Macky Sall, à Diomaye Faye et à Ousmane Sonko pour sortir de ce piège? C'est-à-dire, ils ont hérité d'un pouvoir. Ils ont gagné dans les urnes un pouvoir et ils ont les mains et les pieds liés par le passé. Exact. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Soit on innove, soit l'État se décide d'utiliser l'intelligence des Sénégalais en faisant de la vraie innovation et en imposant cette innovation à ceux qui nous entourent, parce que nous sommes entourés par le FMI, la Banque mondiale et un peu la France. La France à travers la BCEAO, la Banque centrale de l'État d'Afrique de l'Ouest, et les autres pays d'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis pour le Sénégal, on peut le projeter orthogonalement sur les autres pays. Nous avons tous les mêmes problèmes. Alors donc, il faut innover ou rester éternellement dans nos problèmes. Et pour innover, on va d'abord, avant d'expliquer les solutions que je propose, on va d'abord voir comment fonctionne l'Occident. Parce que quand même, c'est souvent les Occidentaux qui nous interdisent de faire certaines choses. Par exemple, le fait d'utiliser le levier monétaire du CFA, c'est en fait la France qui nous dit, voilà, l'accord ne permet pas, etc. etc. Mais regarde comment fonctionnent les Occidentaux. Le tiers de la dette française est détenu par la BCE. Pourquoi? La Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne. Pourquoi? Parce que depuis 2015, et les États-Unis ont commencé depuis 2008, à chaque fois qu'une dette de la France arrive à échéance, la France prend le titre de la dette. Supposons que la France doit cette dette à la Chine et à la BNP. Donc la BNP et la Chine ont des titres. Ces titres, la France les prend et les donne à la BCE. La BCE prend de l'argent euro, donne à la Chine et donne à la BNP. Tu vois bien? Donc ça veut dire que la BCE rachète les titres de la France qui arrivent à échéance, au point où le tiers de la dette française est détenu par la BCE. Mais ça, la BCE ne va jamais demander à la France de lui rembourser. Parce que vu le déficit chronique de la France et le fait que la France est dans une trappe à la dette, je ne vois pas en quelle année la France va revenir dans des meilleures situations financières pour aller payer à la BCE. Et ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait même pas de sens. Et donc, la BCE ne fait quoi que gonfler son bilan, mais le fait de détenir la dette française, ça ne crée pas de l'inflation. Mais pourquoi nos banques centrales ne peuvent pas faire la même chose? Je prends un exemple. La dette du Sénégal, au total, est estimée à 18 000 milliards. Sur les 18 000 milliards, si vous regardez très bien, si je ne me trompe, je vais vérifier les chiffres, les 10 à 11 000 milliards sont du principal. C'est du principal. Et je fais une petite pause pour rappeler aux Sénégalais qui ont beaucoup de mal à comprendre ce que c'est qu'une dette, parce que quelqu'un de l'équipe de Macky Sall est sorti à la télé pour dire en 12 ans, Macky Sall a emprunté 1 000 milliards chaque année. Sonko est arrivé la première année et a emprunté 4 900 milliards. Mais il n'a pas compris que si Sonko emprunte 4 900 milliards, c'est pour payer le principal des dettes que Macky Sall avait contractées. Donc, comprendre ce que c'est qu'une dette déjà avant d'en discuter. D'accord? Donc, l'esprit même de cette dette-là doit être bien conçu chez les... C'est quoi le principal? Alors, le principal, c'est en fait, si vous avez emprunté 100, le 100 reste le principal. Mais comme la plupart des emprunts sont in fine, si vous empruntez 100 sur 7 ans, chaque année, vous payez que les intérêts. Si les intérêts sont de 10, chaque année, vous payez des coupons de 10. Et à un moment donné, vous devez... à la dernière année, vous êtes obligé de payer les 100. C'est ça, de payer le principal. Donc, Sonko, là, je pense qu'entre 2025 et 2029, je l'avais regardé, il faut que je sois très sûr sur les chiffres, en 2025 et 2029, on a ces 11 000 milliards de principal, là, dont j'ai parlé, à rembourser. Donc, ça va être extrêmement dur
ça va être insupportable pour un État qui ne compte aujourd'hui que sur ses recettes. Voilà pourquoi je préconise qu'on fasse de alors, l'innovation. si la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest rachète les titres de dette sénégalais et allège donc le fardeau du Sénégal... Achète le principal, Rachète le principal. Et nous laisse payer les intérêts. Voilà. Parce que les recettes peuvent supporter les intérêts. Mais dans ce cas, il faudrait que la communauté financière internationale, les banques, les bailleurs de fonds institutionnels, etc., les États acceptent ce principe parce que si ces États estiment que le Sénégal n'a pas le droit de faire ce que d'autres font, ils risquent de le sanctionner à nouveau et de ne pas accepter ce schéma de dessaisissement et donc de désendettement endogène, on va dire. Je peux comprendre, Théophile, mais ce n'est pas à des gens qui nous ont prêté de l'argent de nous dire ce dont on a droit ou de ce dont on n'a pas droit. Les PGE, la France n'avait pas le droit de les donner parce que la Commission économique européenne avait dit qu'il ne faut pas prêter à des chefs d'entreprise lorsque certains de leurs ratios est égal à X, etc. Deuxième chose, quand la France a fait les rachats des titres quand la BCE a fait le rachat des titres de la France, mais ça, c'est une violation des textes de la BCE. En tout cas, ça n'a pas dégradé la réputation de la France voilà. Sur la planète financière, mais la planète financière est aussi une planète politique. Une planète ethnique, à un moment donné, c'est une planète occidentale. Mais voilà pourquoi il faut qu'on sorte de l'occidentalisme. L'occidentalisme, c'est quoi? C'est nous dire que, en fait, si vous devez faire quelque chose, nous, on doit être d'accord. Non, à un moment donné, il faut que nous aussi, on refuse. Ce que j'ai proposé là, il suffit juste que nos banques centrales décident de le faire. Maintenant, les gens à qui on doit de la dette extérieure, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'il va falloir prendre des CFA et les transformer en devises. Et c'est là où l'on change la programmation de remboursement de la dette. Et ça, c'est la gestion active-passif. En tout cas, moi, je sais le faire. Après, en dehors de ça, la dette qui est intérieure, quand c'est détenu par la Banque centrale, mais c'est une création monétaire simple, ça ne pose aucun problème. Bon, la dette intérieure, de toute façon, les bailleurs de fonds internationaux n'ont rien à dire là-dessus. Alors, est-ce que le Sénégal peut compter sur des alliés? Parce qu'on parle à la fois, là, d'économie, de finance et de géopolitique. Est-ce que le Sénégal peut compter sur des alliés? On se rappelle qu'à l'époque d'Abdoulaye Wade, il a activé en quelque sorte les pays du Golfe, qui n'étaient pas disons dans la géopolitique financière globale du Sénégal, qui était très france-africain jusqu'à Abdou Diouf. On se rappelle que la France était du côté de Macky Sall. Mais les dirigeants actuels, qui est derrière eux? Qui peuvent-ils activer dans le contexte de guerre économique mondiale et de guerre commerciale mondiale? Qui peuvent-ils activer aujourd'hui? Ils ont l'air plutôt isolés, plutôt endogènes. Alors, mais bonne question. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée pour l'Afrique de s'affirmer. Et donc, en particulier pour le Sénégal, de passer à l'innovation. Compter sur nos propres moyens. Qu'est-ce que j'appelle innovation? Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que nos dirigeants étaient toujours sortis de l'espace qui était un espace de finance et assurance. Si on crée aujourd'hui la holding de l'État du Sénégal, je crée une holding de l'État du Sénégal. On prend, vous voyez, rien qu'avec ce qu'on dit, les Farbangom, les Taïro Sarr, tous les gens qui ont pris de l'argent, quand vous prenez cette somme-là, quand vous le récupérez, mais vous avez des milliards et des milliards. Hein, il faut réussir à les récupérer. Mais c'est possible. Vous pouvez avoir 3 000 milliards. À l'intérieur du pays? Ah oui, tout l'argent. Notamment l'immobilier. Mais il suffit dans la confiscation. La confiscation, et quand on confisque ces biens-là, on peut les hypothéquer et récupérer l'argent. C'est facile. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 1 million d'euros ou $1 million et on dote la holding de ce capital. Qu'est-ce que fait la holding? La holding va regarder les banques dans lesquelles l'État du Sénégal est actionnaire et on va faire ce qu'on appelle des formes de swap d'actions. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la holding rachète les actions de l'État, mais la holding appartient à l'État. L'État laisse la holding gérer. Donc, la holding va permettre à l'État du Sénégal d'avoir son espace financier et assurantiel pour gérer son développement. S'il manque des banques,
on en crée, parce qu'on a $1 million de capital, et on crée un environnement assurantiel pour couvrir l'activité économique. Et quand on a créé ce truc-là, mais pour le créer, il faut aller chercher des gens qui ont une compréhension fine de comment tourne le système financier. On en a beaucoup au Sénégal. Il faut prendre des gens qui comprennent comment tourne le système assurantiel et on met cette holding. Et cette holding va permettre de nous respecter à l'étranger. Parce qu'on a une holding qui a un haut capital et on va arrêter d'aller voir des Goldman Sachs ou d'aller voir des je ne sais pas quelles banques pour qu'ils nous ficellent des emprunts sur les marchés internationaux. Ça ne peut pas continuer. Est-ce qu'il est possible de titriser, d'une certaine manière, de transformer les ressources naturelles d'un pays comme le Sénégal, qui en a de plus en plus? Ça, c'est dans la troisième solution que je propose. Est-ce qu'il est possible de transformer les expectations sur ces ressources naturelles en titres financiers? Mais ça, c'est la troisième solution. Ce sont des titres financiers très intéressants. Très intéressants. C'est le troisième. Notamment dans la guerre commerciale et dans la ruée vers les ressources actuelles. Ça va être, je vais même en faire le deuxième. C'est ce que j'appelle le levier monétaire. Ça, il faut utiliser le levier monétaire. En France, quand vous commencez à travailler, on vous prête 25% de vos revenus futurs. Et on vous demande de rembourser à hauteur de 1/3 de vos revenus. 1/3 parce qu'on veut que vous gardiez 1/3 aussi par rapport à autre chose et 1/3 pour vivre. Donc, on considère que si vous êtes endetté à plus d'1/3 de vos revenus, vous êtes surendetté, etc. Une avance sur votre économie personnelle. Voilà. Et donc, et là, quand on vous prête ça, vous achetez votre voiture, vous achetez votre maison, et vous rentrez dans le PIB. C'est-à-dire que vous faites partie de ceux qui alimentent le PIB. Mais nous avons commencé à avoir du gaz et du pétrole. Nous avons commencé, et l'exploitation a commencé. En dehors de ça, on extrait du phosphate, du truc, on a du fer, de l'or, etc. On fixe aujourd'hui le cap et on dit celui qui veut venir travailler avec nous dans cette extraction-là, dans ces extractions, vous allez nous faire votre business model et nous dire dans les 25 prochaines années combien de revenus nous allons avoir. Si on regarde ce business model-là, on vous demande l'actualisation aujourd'hui de 25 ans de nos revenus futurs. Et on vous demande de nous le payer. C'est les fameux titres financiers dont tu parles. Si le gars nous le paye, nous avons assez d'argent pour ne pas avoir de déficit, on a assez d'argent pour financer nos projets et tout, et maintenant, on laisse la production continuer. Mais ça veut dire quoi l'actualisation? Ça veut dire qu'au lieu de payer chaque année, il paye une fois une seule fois, il le paye aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons le gaz, nous avons la société X qui exploite le gaz. L'année prochaine, elle doit nous donner 100. L'année suivante, elle va nous donner 200. L'année prochaine, elle va nous donner... On va jusqu'aux 25 ans. Mais est-ce qu'elle aura la trésorerie pour le faire? Ah, mais sinon, on va chercher quelqu'un d'autre pour exploiter. C'est ça. S'il n'a pas la trésorerie, maintenant, on prend le titre financier dont tu parles et on le met sur le marché. On dit, vous voyez, nous, on a du pétrole. Le pétrole, il est là. Donc, si vous achetez ce titre-là, mais vous allez gagner de l'argent. Sur les 25 prochaines années, vous allez gagner de l'argent. Voilà. C'est tout. Et nous, on a de l'argent frais. On n'est plus là à aller emprunter à des taux en dollars ou en euros. Alors, je voulais juste, si ça ne te dérange pas, te donner la troisième solution que je considère quand même extrêmement une solution importante. Lorsqu'on a présenté le plan Sénégal 2025, le secrétaire général du gouvernement, ancien directeur de la BCEAO, M. Lo, a répondu à une question d'un certain Iliman, qui est d'un think tank, de M. Iliman, qui est d'un think tank sénégalais. Iliman avait dit, mais c'est bizarre, moi, dans votre plan Sénégal 2050, je ne vois pas le levier monétaire. Et le levier monétaire, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'on bouge un peu, il faut qu'on change le paradigme, etc. M. Lo a répondu en disant ceci. Attention, secrétaire général du gouvernement, ancien directeur de la BCEAO. Il dit, je cite, « Nous sommes en train, la BCEAO est en train de modifier le CFA pour en faire un outil de développement. » Vous avez bien entendu? C'est extraordinaire. Moi, en 2017, j'ai écrit un document clair où je dis le CFA a 2 dimensions. Sa première dimension, c'est que c'est son outil, l'outil. L'outil est bien géré par la BCEAO. Pourquoi? Parce que la BCEAO lutte contre l'inflation et essaie de gérer la stabilité financière. Donc, l'outil est bien géré. Mais en dehors de l'outil, il y a le mode de fonctionnement du CFA.
Et c'est ce mode de fonctionnement-là qu'il faut changer. M. Lo vient dire qu'on va faire du CFA un outil de développement. Mais c'est là où il faut surfer. On n'a plus de problème. Pour que le CFA soit un outil de développement, il faut faire le levier, il faut en faire un levier, faire en sorte que ce que je viens de dire sur le PIB, qu'on puisse prendre une partie pour rembourser le principal de la dette, et aussi faire la titrisation, comme tu dis. Donc c'est terminé. Il faut surfer sur ça. Or, M. Lo, quand même, en 2017, il nous a montré un visage de monétariste. Il est sorti à la télé, il a dit « la monnaie est un voile. Vous ne pouvez pas vous développer avec la monnaie ». Aujourd'hui, 2024, 2025, il nous dit on va faire du CFA en outil de développement. Mais seuls les imbéciles ne changent pas. Mais c'est franchement... Alors, Bassirou Diomaye Faye a annoncé un ambitieux projet numérique. Il veut que son pays soit dans le top 3 des leaders numériques africains. On rappelle que le Sénégal est le pays africain le plus proche de l'Amérique. C'est pour cela aussi que l'Internet s'y est développé très très vite, parce que les coûts de raccordement à la fibre optique mondiale, entre guillemets, sont plus bas que ceux du Mali ou je sais pas, d'un autre pays de l'Interland, et même de pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Est-ce qu'il est possible dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, sachant que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine en général est nombreuse, est-ce qu'il est possible d'utiliser le numérique comme levier, notamment un levier pour créer de la richesse et des emplois? Alors, il est possible, il est même très possible de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut compter sur l'avance que nous avons par rapport à l'Occident. L'Afrique est passée au téléphone portable sans passer par le téléphone fixe. Et elle est passée à la monnaie, au paiement mobile avant l'Occident. Voilà, et on est passé au paiement mobile avant l'Occident. Donc, nous avons fait dans ces deux domaines-là ce qu'on appelle un saut quantique. C'est ce saut-là qu'il faut utiliser, et je remercie monsieur le Président de la République du Sénégal d'avoir pensé à ça. Parce que ce saut numérique-là, si on ne le fait pas, on ne va pas résoudre nos problèmes. Maintenant, il y a aussi quelque chose de fondamental dans ce saut numérique. J'en veux pour preuve la 49e Assemblée générale des assureurs qui a eu lieu à Marrakech il y a 2 semaines, où le président Richard Loé, PDG d'Activa, que je remercie au passage, qui a parlé de tous les travaux que j'avais effectués, il a sorti une phrase, il a dit oui, l'intelligence artificielle, d'accord, mais il faut utiliser l'intelligence des Africains pour. Vous voyez? Vous utilisez l'intelligence des Africains pour. Le fait d'avoir fait le truc de mobile money, etc., ça, on a utilisé l'intelligence africaine. Il faut continuer comme ça. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas, pour arriver dans le top 3 des leaders numériques africains, pour un pays comme le Sénégal, changer de modèle d'éducation? Parce que l'éducation, il y a une barrière d'entrée dans l'éducation sénégalaise, qui est la langue française et qui est l'âge. Le modèle sénégalais, c'est des jeunes qui parlent français et qui sont encore des enfants qu'on éduque. On peut imaginer éduquer des femmes de 35 ans au numérique et à l'intelligence artificielle, mais dans ce cas, il faut leur apprendre en poulard ou en wolof, et il faut modifier totalement la vision qu'on a de l'éducation en activant finalement les forces les plus dynamiques, c'est-à-dire par exemple les femmes non éduquées, non éduquées, avec de gros guillemets, non alphabétisées à la française du Sénégal. Ça, c'est quand même une révolution qui est possible aujourd'hui, avec les nouveaux outils. Avec les nouveaux outils, extrêmement possible, parce que c'est même une sortie d'issue de tous nos problèmes que nous avons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas habitué nos enfants à réfléchir dans leur propre langue. Nous les avons appris à réfléchir en français. Or, toute la démonstration a été faite. Je me déplace beaucoup en Afrique et je me rends compte, quand tu vois des gens qui ne sont que dans leur langue maternelle, mais ils excellent 400 fois plus vite que ceux à qui on a imposé la langue française. Et puis d'un point de vue politique, le Sénégal s'est peut-être aussi distingué dans la démocratie parce que dès les années 90-2000, les radios et les chaînes de télévision, par la suite, étaient en wolof, et donc la culture démocratique est passée peut-être plus facilement que dans des pays où tout était en français et excluait plus la moitié de la population. Exactement. Et quand on voit le Sénégal, la pluralité ethnique n'est pas exponentielle.
comparé à un pays comme le Cameroun, où vous pouvez avoir 300 dialectes. Vous n'allez pas avec retrouver 2-3 langues, en fait. On y est. Alors, j'aimerais avoir votre regard sur la guerre commerciale, les guerres commerciales qui ont commencé et qui vont se poursuivre. Comment le Sénégal et de manière générale l'Afrique peuvent-elles profiter de cet environnement? Alors, parce que l'Afrique n'a aucun moyen d'empêcher ces guerres. En fait, on est des acteurs de la guerre. Mais des acteurs périphériques qui ne peuvent pas. Mais comment se glisser dedans? Alors, ce qu'il faut voir déjà, on va commencer par regarder sous l'angle occidental, ce que Trump fait. Les Africains doivent avoir un regard là-dessus. Moi, je ne suis pas pro-Trump ou truc, mais le fait qu'en un clin d'œil, il peut métamorphoser un environnement, ça c'est important. Nous en Afrique, rappelle-toi tout à l'heure, tu m'as dit, mais est-ce que quand on veut faire ça, les autres là, ils vont être d'accord? À un moment donné... Mais Trump, c'est la première puissance non, je prends mondiale. un exemple. Ouais. Je prends un exemple. Donc, à un moment donné, si on n'impose pas aux gens, rien ne va changer. Et Trump, il a montré aux Africains que vous avez passé tout votre temps à dépendre des gens. Et vous avez pensé que vous pouvez continuer à vous développer. Notamment nos programmes de lutte contre le sida dépendaient totalement d'étrangers. Maintenant, je vous montre que si vous n'utilisez pas vos propres moyens, vous n'allez pas partir. Ça, c'est un. Deuxième chose, mais depuis 3 jours, mais quand je vois l'allocution de M. Macron la dernière fois, j'ai l'impression en fait, Macron, il vient de se réveiller. Il parle comme si tout ce que Trump dit là, ça doit l'éteindre. On va s'armer. Mais c'est depuis 1971 que les Français, les Allemands devraient s'armer. Ils n'ont pas à attendre 2024 pour 2025 pour dire qu'on va s'armer. Donc, ils sont complètement out. Mais nous, les Africains qui ne faisons pas partie de cette guerre, mais nous allons subir les collatéraux. Parce que, par exemple, le Covid et la guerre en Ukraine ont plus pesé sur les Africains que sur les autres, alors qu'ils étaient des acteurs périphériques, puisque ça a augmenté les prix, l'inflation. L'inflation même, il faut l'appeler l'inflation. Parce que la façon dont les prix sont incontrôlables en Afrique, ça crée de l'inflammation. Parce que des prix qui quittent 1 pour aller à 3 ou 4, ça, ce n'est plus de l'inflation. Et d'ailleurs, ça a créé des émeutes au Ghana, au Kenya, etc. Exact. Donc, alors, comment en tirer profit? C'est-à-dire se dire déjà que tout reste à écrire. Voilà, avoir confiance en nous, se préparer et comprendre que quand un Sénégalais a besoin de quelque chose au Burundi, il ne faut pas qu'on attende d'avoir des devises. Et je prends le Burundi, parce que je suis allé travailler il y a 3 semaines, et pendant 10 jours, il n'y avait pas de carburant. Et on a dit que le Burundi n'a pas de devise. Pendant le même temps, l'Union africaine était en train de se réunir, je pense au Kenya ou je ne sais pas où. Je me suis dit, mais en fait, nous, quelle solidarité nous avons entre nous? On a un pays voisin qui n'a pas de carburant. Quand vous voulez avoir du carburant, vous allez à la frontière avec la RDC. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Et un exemple aussi beaucoup plus simple, c'est qu'un Burundais qui voulait m'acheter, moi, au niveau de mon cabinet, un service, et je lui donne le prix, il me dit d'attendre qu'il ait des devises. Parce que lui, pour le temps qu'il n'a pas de devises, il ne peut pas me payer. Je dis, il faut qu'il ait des euros ou des dollars pour les transformer en CFA. Alors que quand on discutait, on était en face d'une banque, Ecobank. Je lui dis, mais attends, tu as un compte à Ecobank? Il me dit, oui. Je dis, mais attends, moi j'ai un compte à Ecobank Dakar. Donc pourquoi tu te fatigues? Tu vas voir ton banquier, tu dis, tu payes à un Sénégalais qui a un compte à Ecobank, laisse-le lui s'occuper de la devise. Et tout de suite, il a vu, il est allé, et a fait le truc s'est enclenché, et ça peut aboutir. C'est des outils techniques en réalité. Voilà, c'est tout. Il suffit juste que les 2 banques centrales travaillent entre eux. On n'a pas besoin de passer par le dollar. Oui, voilà. Donc, la dernière question que je voudrais poser, c'est finalement, qu'est-ce que ces déconvenues sénégalaises disent à l'Afrique? Qu'est-ce que les déconvenues sénégalaises disent à l'Afrique? Disent à l'Afrique. Ça dit beaucoup à l'Afrique. Ça dit à l'Afrique, la première chose, c'est que préparez-vous. Nous sommes tous en face du mur, parce que ce qui se passe au Sénégal, si on fait la même certification dans chaque pays, on peut trouver des écarts. Donc, préparons-nous à être unis et à penser à l'Afrique fédérale avant même de commencer à mettre l'écho. J'ai vu les informations ce matin. L'écho, c'est 2027.
informations. Les ministres se sont regroupés, ils ont dit 2027. Mais la monnaie commune de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, monnaie commune. Heureusement que vous l'avez appelé, vous, monnaie commune, parce que là, vous donnez le vrai mot. L'éco, il faut éviter qu'elle soit une monnaie commune. Il faut faire en sorte qu'elle soit une monnaie unique. Parce que l'euro n'est pas une monnaie unique. Dans les faits. Dans les papiers, on dit que c'est une monnaie unique. Mais dans les faits, l'euro est une monnaie commune. Le dollar, par contre, est une monnaie unique. Et ça, il faut écouter quelqu'un comme Koulibaly, qui a été ministre des Finances de Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly. Il faut l'écouter pour comprendre la différence entre monnaie commune et monnaie unique. Et que les économistes comprennent que ce qui est écrit dans les livres, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. L'euro est une monnaie commune, le CFA est une monnaie commune, le dollar est une monnaie unique, parce que le dollar dépend de l'État fédéral. Aux États-Unis, on emprunte globalement au même taux. Mais tu ne peux pas être au Sénégal. Le Sénégal emprunte à 6, la Côte d'Ivoire à 6,50, le Bénin à 7,75. On nous dit, elle est où l'unicité de la monnaie? Bref, l'Afrique doit s'unir ou périr. Il faut s'unir ou périr. Merci Abdou Cissé. Merci Théophile, merci beaucoup.